Donc on va démarrer, si vous le voulez bien. Peut-être que je vais dire d'abord un petit mot sur... Bon, c'est bon, c'est pas trop fort. Je suis Hachem Tiel, je suis psychiatre, je suis psychanalyste. Je suis aussi beaucoup d'autres petites choses. Je suis président de la Fédération nationale de la santé mentale. Je suis président du syndicat des psychiatres privés, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis président de l'association marocaine de psychiatrie psychodynamique. La psychodynamique, c'est une psychiatrie, c'est l'anti-synaptologie. Hein, c'est-à-dire qu'on essaye de replacer l'humain au centre du débat. C'est important que je vous le signale. Je suis aussi le fondateur de la première clinique de psychiatrie en Afrique. J'ai eu ce privilège et cet honneur de pouvoir, disons, rendre la psychiatrie plus accessible aux citoyens qui peut ne plus passer par l'hôpital qui est déjà débordé. Donc voilà un petit peu ce que je suis. Je milite un petit peu dans le sens d'essayer de rapprocher l'humain dans la manière avec laquelle on appréhende la psychiatrie, parce que encore une fois, on est les anti-synaptologie, parce qu'il y a une tendance actuellement, vous n'êtes pas sans le savoir, de voir la psychiatrie comme exclusivement une histoire d'hormones. Vous savez, je reçois des fois des gens qui me disent, et de plus en plus, j'ai un problème au niveau de mon amygdale. Alors qu'est-ce que je leur réponds? Il faut aller voir l'ORL, évidemment. Non, ils me disent non, l'amygdale du cerveau. Au niveau de l'amygdale du cerveau, on reçoit aussi de plus en plus de personnes chez qui on a fait des dosages de lithium. Ils n'ont aucun problème, parce qu'ils ont des médecins qui demandent un dosage de lithium, partant du principe que ces personnes-là ont besoin de lithium pour sortir de leurs problèmes. Ce n'est pas, alors que c'est une hérésie, c'est du no-sense. C'est du no-sense parce que ce n'est pas une histoire de lithium. Même quand on a besoin de lithium, c'est parce qu'on a besoin d'un thymorégulateur et que le lithium est efficace. Et non pas parce qu'on a besoin de lithium. Et par rapport à l'histoire de l'amygdale, c'est pas parce qu'on a un problème au niveau des médiateurs cérébraux qu'on a une maladie cérébrale, qu'on a une maladie psychique. La maladie psychique n'est pas liée à une absence ou, disons, un manque d'une substance au niveau de la synapse. Il faut sortir de cette logique qui est hautement destructrice aussi bien de la psychiatrie que du malade qui souffre de problèmes psychiques. C'est important que je vous signale ces petites choses. On est là pour discuter. Je ne suis pas là pour, disons, simplement donner une conférence magistrale. Et donc, voilà, je resitue un petit peu le problème. Alors, quand Younes m'a demandé de venir parler de pathologie psychiatrique, je me suis demandé comment j'allais aborder ce sujet. Je ne voulais surtout pas venir donner un cours, encore une fois magistral, de ce que c'est une anxiété, que ce qu'est une schizophrénie. J'ai essayé de réfléchir à la manière avec laquelle je pouvais répondre en fait à l'attente des pharmaciens. Vous êtes pharmacien d'officine pour l'essentiel, et donc je voulais voir dans quelle mesure ma présentation pouvait répondre à vos questions. Donc c'est comme ça que j'ai réfléchi la manière avec laquelle j'allais aborder cette thématique. Attendez, je regarde un petit peu ce qui se passe de ce côté. Voilà. Et donc je voulais, parce que c'est important d'essayer de voir ce qui peut se passer quelle est la place du pharmacien dans la prise en charge du trouble mental. Et j'ai essayé de me mettre un petit peu à votre place. Ça fait 35 ans que je fais mon métier, et il va sans dire que j'ai vu beaucoup de monde et j'ai eu beaucoup de retours par rapport à la problématique des pharmaciens. J'ai parlé avec beaucoup de pharmaciens, j'ai parlé avec beaucoup de patients par rapport à ce qui se passe, parce que vous êtes confronté à quelque chose de complexe, qui est la maladie mentale. Et la maladie mentale, c'est pas anodin, c'est pas rien du tout. Elle nous renvoie à quelque chose de complexe. Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu ma tribune sur le déni de santé mentale parue dans Tel Quel, dans laquelle j'ai essayé de démontrer à quel point
la maladie mentale génère du déni. On en a peur. On en a peur. On en a peur parce qu'on peut tous tomber dedans. Et elle nous pose problème parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas trop ce que c'est. Un malade mental, on ne sait pas de quoi il souffre, sachant que nous-mêmes, on a tous nos propres problématiques, on a tous nos propres souffrances. Donc il y a une interaction. Il y a une interaction entre les deux. Et donc on ne peut pas être insensible à la souffrance psychologique de l'humain. Elle génère en nous, elle peut générer en nous du mal-être, elle peut générer en nous des réactions qui peuvent avoir des répercussions très, très négatives sur la maladie elle-même. Parce que donc c'est quelque chose de complexe, parce qu'elle renvoie à la souffrance humaine, elle nous fait, on a des doutes. D'ailleurs, le malade lui-même doute. Combien de malades viennent nous dire « je ne sais pas si je suis malade ou pas, je suis déprimé, mais je ne sais pas. Des fois je suis bien, des fois je ne suis pas bien. » Elle nous fait peur. Vous savez, les deux grosses angoisses qui existent dans le monde, il y en a deux. Il y en a deux. La première, c'est l'angoisse de la mort. La mort, d'abord la mort. Et la deuxième, c'est quoi? C'est la folie. C'est les deux angoisses. Quand quelqu'un est angoissé, soit il a une angoisse comme ça, sans objet, qu'il n'arrive pas à étiqueter, soit il a ces deux peurs fondamentales. Donc, pour dire à quel point c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas nous faire réagir. En plus, il y a des risques de mort. Un malade peut se suicider, il peut, dans nos fantasmes à nous, il peut tuer. Qu'est-ce qui peut se passer? Il y a des malades qui nous font peur, on a peur qu'ils nous agressent. On le voit. Je me mets toujours à la place du pharmacien d'officine. Il faut vraiment suivre mon intervention dans ce mindset, s'il vous plaît, si vous le voulez bien. Et donc, j'étais en train de dire que la psychiatrie, elle fait peur parce qu'elle nous sollicite dans ce qui fait notre humanité. C'est quelque chose d'extrêmement profond. Elle nous sollicite dans ce qui fait notre humanité, dans nos émotions, dans nos pensées. Elle ne peut pas nous laisser, disons, sans perception, sans modification de nos perceptions. Elle nous sollicite dans la manière de penser l'autre, dans nos comportements. On n'est jamais, même quand on ne fait rien, on agit devant un malade. C'est-à-dire que notre comportement, si on est comme ça devant le malade, c'est pas quelque chose qui ne veut rien dire. Ça veut dire. Dans notre rapport à la réalité. Donc c'est quelque chose qui nous sollicite dans notre humanité, dans ce qui fait de nous des humains. Mais ce qui m'a semblé extrêmement important à souligner, vous allez voir que je vais y revenir à plusieurs reprises, j'ai démarré avec ça et je vais y revenir, parce que il faut, quand quelqu'un vient nous voir en officine pharmaceutique, c'est quelqu'un qui vient avec une ordonnance, et dès qu'on voit l'ordonnance, c'est un diagnostic qu'on pose. Il est avec des antipsychotiques, il est un peu bizarre, c'est un schizophrène, c'est un malade mental, lourd. Donc qu'est-ce qu'on voit en lui? On voit en lui un schizophrène. Donc qui c'est qui est devant nous? C'est le schizophrène. Non, ce n'est pas le schizophrène. C'est une personne qui souffre d'une maladie. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on a tendance à l'oublier. Parce que la personne en elle-même, elle n'existe plus. Ce n'est pas uniquement au niveau du pharmacien, c'est même au niveau des médecins, même au niveau des psychiatres. C'est pour ça que j'ai fait en sorte à ce que l'association de psychiatrie psychodynamique puisse exister dans un mouvement qui est international, qui essaie de replacer la personne au centre. C'est la person-centered medicine. C'est la médecine centrée sur la personne et non pas sur le diagnostic. C'est pareil chez le cardiologue. On voit une maladie cardiaque, cette personne, on ne voit en elle que sa maladie. Elle a eu un infarctus, oui, mais il y a aussi le reste qui est important. J'ai donné une conférence à Marrakech il n'y a pas longtemps autour de ça par rapport à chez les cardiologues au congrès de cardiologie. Est-ce que c'est pareil, quand on voit un malade, on a tendance à oublier ce qu'elle est par ailleurs. Donc on voit le cœur et rien que le cœur, alors que le cœur est en interaction permanente avec tout le reste, et en particulier avec la psyché. Donc c'est important de ne pas voir, de mettre à la limite, quand je reçois le malade avec son diagnostic, avec son ordonnance, donc son diagnostic, de ne pas mettre en avant le diagnostic, de solliciter la personne avec ce qu'elle est, avec sa sensibilité, avec sa particularité, avec sa capacité à interagir avec moi.
Et donc c'est ça, c'est cette manière de penser la rencontre avec le malade mental que j'ai souhaité mettre en avant dans mon exposé aujourd'hui. Et donc, pour avancer, donc j'ai réfléchi, donc, à travers ma petite expérience, aux questions auxquelles le pharmacien est confronté tous les jours. Donc, c'est un petit peu la conséquence de ce que je viens de dire. Donc, c'est parce que quand les gens viennent nous voir, il ne faut pas perdre de vue que ce sont des personnes, des humains, avec leur fragilité, avec leur vulnérabilité. Et c'est ça qu'il faut rencontrer quand je reçois le malade en officine. Donc, première chose essentielle, c'est un humain qui souffre avec ses vulnérabilités et qui a besoin d'être entendu dans son humanité, dans sa vulnérabilité, dans sa sensibilité, et non pas dans sa maladie. C'est vraiment une manière de penser la rencontre différente. Alors, les problèmes avec lesquels on est embêté quand on est en officine, c'est les problèmes de l'ordonnance périmée, évidemment. Évidemment, tous les jours, vous êtes confronté à ça. Est-ce qu'il faut délivrer ou pas? Et en plus, il faut le faire rapidement, parce que le malade, il est en attente, il est angoissé, il n'est pas bien, il a besoin de son médicament. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va y revenir après. Le problème du mésusage, il est sous anxiolytique. Il y a des fois où on voit 2 benzos qui sont donnés aux malades. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Dans l'absolu, non. Mais est-ce qu'il faut donner? Est-ce qu'il ne faut pas donner? Est-ce qu'il n'est pas encore en train de jouer avec ça? Et le juridique qui est là, il y a des pharmaciens qui sont en tôle, il y a des psychiatres qui sont passés par la case prison. Et donc ça nous angoisse, nous, pharmaciens d'officine, ça nous met mal à l'aise. Le fameux problème de la rupture du médicament. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, pharmacien, on vient me voir, là, j'ai pas votre médicament, le malade, et je fais quoi? J'étais bien, qu'est-ce que je vais faire? Il est confronté à la possibilité, à l'imminence d'une rechute qui est lourde de conséquences, et le pharmacien, Marlot, qu'est-ce qu'il peut faire? Je ne sais pas, on va essayer d'apporter des éléments de réponse. Et il ne faut pas oublier que ce n'est pas spécifique à la psychiatrie, cette histoire. Donc, on le voit dans les autres disciplines. Sauf qu'en psychiatrie, elle est plus visible parce que le malade ne réagit pas de la même manière que les autres, parce qu'il est malade mental. Donc, notre rapport à lui n'est pas le même. Donc, je dis, c'est pour ça que la psychiatrie, elle rend le problème plus visible. Donc, en conclusion de ces éléments en fait, d'introduction, ce qu'il faut bien entendre, c'est que derrière chaque ordonnance, quelle qu'elle soit, il y a une personne entière avec ce qu'elle est. Et c'est quelqu'un qui a une vie intérieure propre, c'est quelqu'un qui ne peut pas être réduit à sa maladie, qui ne peut pas être réduit à son ordonnance, comme on a tendance à le faire. Ça se fait naturellement, c'est une réaction humaine, il faut l'entendre. Mais si on n'en a pas suffisamment conscience, on glisse là-dedans. Et si on sort aujourd'hui rien qu'avec ça, moi j'aurais accompli ma mission, sincèrement. Donc c'est quelqu'un dont l'existence ne peut pas se résumer à ce qu'on voit de lui. C'est simplement sa maladie qui fait ce qu'il est. Et c'est cette personne qu'on doit rencontrer, c'est cette personne qui mérite d'être vue. C'est quelque chose de fondamental. Voilà, donc après ces éléments d'introduction qui sont essentiels, qui constituent peut-être pour moi l'essentiel de mon intervention. Mais je suis quand même là pour parler aussi de pathologie. On m'a demandé de parler de pathologie. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Les pathologies, vous les connaissez tous. Vous les connaissez tous. Les pathologies, c'est d'abord la dépression. La dépression, on a une chance sur 4 de faire une dépression grave dans notre vie. Tout le monde est concerné, tout le monde est concerné. Et c'est quelque chose, la dépression, c'est une maladie qui est en train de devenir le problème numéro 1 dans le monde. Il faut l'entendre. C'est quelque chose d'absolument terrible. C'est quelque chose en termes, comme d'autres maladies psychiques, c'est la maladie mentale, c'est elle qui est devenue la première cause de ce qu'on appelle la perte de nombre d'années vécues en bonne santé, c'est-à-dire le problème de l'handicap. C'est les maladies psychiques vont faire à ce qu'une personne va rester pendant 10, 20, 30 ans de sa vie, 40 ans de sa vie hors tout. C'est absolument terrifiant. La maladie mentale est ce qui est le plus
lourd comme pathologie médicale. Hein, il faut l'entendre. On s'en rend compte. Alors on ne le voyait pas, rien qu'une petite aparté, on ne le voyait pas parce que on s'intéressait essentiellement aux maladies qui tuent. Parce que c'est le nombre de morts possibles et qu'on rattrape qui interpelle le politique. C'est tout bête, hein, comme logique. Hein, c'est tout bête. C'est ce que j'appelle la politique PowerPoint. Hein, donc, on a besoin, quand on est un responsable, quand on agit sur la politique de santé, de donner des chiffres. On a construit, on a fait, on a autant, tel et tel nombre de nouveaux postes budgétaires créés. Donc c'est de ça dont il s'agit. Et par rapport à la maladie, on a pu un taux de mortalité qui a baissé. Mais je veux dire, la mortalité est moins grave que l'handicap à vie. Hein, la mortalité n'a rien à voir. Alors, et c'est ce mindset là aussi qui doit changer. On ne doit plus penser en termes de vie sauvée, on doit penser en termes de nombre d'années vécues en bonne santé sauvées. C'est quelque chose, c'est nouveau ce truc, cette manière de penser. Et si on va comme cela, si on pense les choses comme ça, la maladie mentale va pouvoir avoir ses budgets. Vous savez, les maladies cardiovasculaires, au niveau des budgets qui sont alloués aux maladies, elles ont peut-être, je sais pas, au moins 10 fois plus de budget, parce qu'il y a la mort et l'imminence de la mort qui est là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi que les maladies organiques. Dans les maladies organiques, on a la possibilité de parler pour notre problème. Hein. Donc on a la possibilité de défendre notre problème, ce que les malades mentaux, malheureusement, n'ont pas. Donc un déprimé, c'est quelqu'un qui un jour, comme ça, hein, il était bien. Il y a des fois des causes, peut-être des éléments déclencheurs, comme on les appelle, et il se retrouve avec une perte essentiellement du goût. On ne sent plus les choses. On a du mal à apprécier un certain nombre de situations. Voir un film, c'est pas génial. Aller avec les copains, avec les potes, ça ne me fait plus rien. Des fois, je mange beaucoup. Des fois, je mange pas bien. Le sommeil, souvent, est perturbé. D'ailleurs, c'est bizarre. Hein, donc, il n'y a que dans les maladies mentales qu'on a ce type de problème. Hein, donc, on peut avoir, dans la même maladie, on peut avoir une insomnie ou une hypersomnie. Hein, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc l'essentiel, c'est que à un moment donné de notre vie, on ne ressent plus ce qu'on ressentait, il n'y a plus d'élan vital, il n'y a plus de projection dans l'avenir positif. Et bon, donc ça se sent. Mais il ne faut pas oublier que quand on vient vous voir, toujours je me resitue dans la position du pharmacien d'officine, je peux aussi recevoir un déprimé souriant. Hein. Et ça me met mal à l'aise, ce monsieur, cette dame qui est un antidépresseur, qui prend son antidépresseur depuis je ne sais pas combien de temps, et qui est bien, qui plaisante avec moi. Ça ne veut rien dire, ça ne veut strictement rien dire, parce que je peux tout à fait mobiliser les énergies qui me restent pour parler avec le pharmacien et essayer d'être dans ce qu'on appelle un faux self, donner une autre image de moi à l'autre, au pharmacien, derrière son comptoir, alors que dès que je sors, je suis morte. Donc c'est important de le savoir parce que chez le pharmacien, ça sème le doute. Hein, mais pourquoi il lui a donné ce traitement? Elle est hyper bien, cette dame. Et d'ailleurs, ils le lui disent. Hein, beaucoup de gens lui disent, mais pourquoi vous avez ça? Donc c'est important de l'entendre, en tout cas. Oh, il y a un problème. Bon. On n'a pas supporté ce que j'ai dit. Bon, ceci étant. Donc et il ne faut pas oublier, donc je viens de dire qu'elle a mobilisé ses énergies pour être dans un paraître, dans un faux self. Donc c'est quelque chose qui lui coûte. Hein, donc c'est quelque chose. Et il ne faut pas oublier qu'elle a, en venant à l'officine, c'est quelque chose qui ne se fait pas facilement. C'est quelque chose. On a du mal à aller avec son ordonnance. Hein, il faut pas. Donc faut l'entendre parce que pour pouvoir en tenir compte dans l'approche que je peux avoir du malade. Voilà, donc c'est quelque chose qui coûte aux malades d'y aller, de montrer son ordonnance. Donc, bon, les traitements, vous les connaissez, hein, les traitements antidépresseurs, sertraline, escitalopram, tricyclique, c'est pas ça le plus important. Ce qu'il faut
bien avoir en tête et s'en rappeler, c'est les délais d'action. Hein. Vous le connaissez, mais il y a des choses qu'il faut répéter, 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 parce que le malade vient vous voir après 3 semaines de traitement et il n'a pas bougé. Il faut savoir que ce n'est pas une raison pour considérer qu'il résiste au traitement. Essentiel, pareil, dans notre mindset, dans la manière de penser le trouble que vit ou la maladie que vit le patient, il est important d'avoir ça en tête. Ce n'est pas parce qu'il a passé 3 semaines et qu'il n'a pas du tout répondu au traitement que pour autant le traitement n'est pas efficace, parce que le lendemain, il pourra commencer à marcher. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi est-ce que le traitement agit. Ce que j'en dis, moi, c'est que les traitements psychotropes en psychiatrie n'agissent pas comme dans les autres maladies, quoique. Le traitement psychotrope permet à ce que nos mécanismes réparateurs agissent. C'est ma manière à moi de penser, je ne suis pas le seul, la maladie, le traitement dans son action, c'est quelque chose qui permet à ce que des aménagements s'opèrent chez la personne. Et ça, c'est important, j'y insiste, parce que là aussi, pareil, j'ai souvent parlé de prescrire dans la parole. J'ai donné des conférences que j'appelais prescrire dans la parole. C'est essentiel, cette histoire, parce que je reçois des malades qui ont eu un traitement, un aide le psychiatre, le même traitement chez un autre psychiatre, le même traitement chez un troisième psychiatre, ça n'a strictement rien fait du tout. Et il vient me voir, je lui donne la même molécule, et ça marche. Non, ce n'est pas le baraka. C'est simplement que j'ai rencontré la personne. C'est vraiment ça. Ceci pour dire à quel point le traitement n'est que quelque chose qui permet à ce que le soin physiologique naturel puisse opérer. Et c'est là où c'est important d'avoir recours également à la psychothérapie, d'avoir recours à l'aide sociale. C'est pour ça qu'un traitement en psychiatrie n'est jamais uniquement chimique. Il est socio-médico-psychologique. Il faut mettre... C'est pour ça que c'est important que vous soyez là aujourd'hui, parce que vous êtes un élément, vous allez le voir, essentiel du soin en psychiatrie. Donc il faut que les conditions soient là pour que le traitement opère, pour que le médicament opère. Vous savez, il y a des études, on peut appeler ça placebo, on l'appelle comme on veut. Ce n'est pas ça le problème, c'est une réalité intangible que l'on voit tous les jours avec les patients. Donc c'est important d'en tenir compte. Alors l'autre élément, c'est que, attention à l'arrêt des patients, parce qu'ils en ont marre, quand ils voient que le traitement n'agit pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent. Non, il ne faut surtout pas le faire. Et la durée du traitement. La durée du traitement, j'ai mis 6 mois après la rémission. Oui, c'est au moins 6 mois après la rémission. Le plus souvent, dans 70% des cas, 75% des cas, les malades réagissent au bout de 2-3 semaines. Et ensuite, ils gardent un traitement que j'appelle un traitement de consolidation pendant au moins 2 mois. Et ensuite, on baisse doucement. Pardon ? À la fin, on baisse, bien évidemment. Quand je dis, donc après 2 mois de consolidation, il faut qu'il reste avec la même posologie. Et après les 2 mois, si tout va bien, on essaie. Alors ce qu'on fait, je leur dis, moi, aux patients, qu'il faut qu'ils fassent attention. C'est pour ça que vous voyez plus un demi si besoin ou plus un si besoin, parce que s'ils sentent que ça ne va pas, je leur demande de garder au moins, s'ils se sentent moins bien, qu'ils attendent au moins 3 jours. Là aussi, je fonctionne sur le psychologique. Il y a pas, je leur demande de rester 3 jours. Et après 3 jours, le 4e jour, si vraiment ils sont dans un inconfort important, à ce moment, ils reprennent leur traitement. Ceci pour leur permettre de s'habituer à cet état. Vous savez, encore une fois, c'est de l'humain. C'est un humain qui a besoin de s'approprier la maîtrise de ses symptômes. C'est essentiel. Ce n'est pas le traitement qui agit, c'est lui se faisant aider par le traitement, par le psychologue, par l'environnement, par tout ce qui se passe autour de lui. C'est grâce à cette manière de gérer tous les aides qui peuvent lui être apportées qu'il peut s'en sortir de cette histoire. Bon, ça c'est, j'ai donné des petites vignettes cliniques. Quand un patient qui vient vous voir et il dit qu'il n'en a pas du tout besoin, alors comment est-ce que réagit le pharmacien?
Moi, je suis allé voir le médecin, on m'a demandé d'aller le voir, je suis allé le voir, mais bon, il m'a donné un traitement, il est pas bien, ce type de m'avoir donné ça, donc je ne pense pas que j'en ai besoin. Qu'est-ce que fait le pharmacien dans ce cas-là? Vous savez, souvent, quelque part, il donne l'impression, hein, beaucoup de gens, pas tous, évidemment pas tous, mais beaucoup de gens, ça les arrange, parce qu'ils voient que le patient n'est pas si mal que ça. Donc, quelque part, lui, il sent que le patient n'en a pas vraiment besoin, et le patient qui vient lui dire « j'en ai pas besoin », qu'est-ce qui se passe? Souvent, il a tendance il a envie d'abonder dans son sens. C'est parce que la maladie encore mentale nous met mal à l'aise. Elle nous met mal à l'aise. Donc si elle peut ne pas exister, c'est mieux. Alors, c'est pour ça que je vous reprends, chère madame, par rapport à ce que vous avez dit. Effectivement, il ne faut pas se laisser aller dans le sens vers lequel on a tendance à vouloir aller spontanément et naturellement. Non, s'il lui a donné un traitement, ce médecin, c'est qu'il a senti que le malade en avait besoin. Mais c'est pas si simple, hein, c'est pas si simple de l'accepter comme tel. C'est pas si simple de l'accepter. Que vous ayez demandé quelque chose. Mais, oui, mais vous avez raison, ça se dit souvent. Sur quoi moi, je voulais mettre le doigt, c'est sur ce qui se passe souvent, spontanément en nous. Parce que notre réaction naturelle et normale, elle est déterminante. Parce que quand le malade voit qu'on va dans son sens, c'est ça le problème. Donc c'est important de rester, d'avoir. Si j'en parle, c'est que pour que vous ayez conscience de cette histoire. Nous avons tendance naturellement à abonder dans ce sens. Ça m'a. Voilà. Alors, je vous titille. Ceci pour dire que vous ne le dites pas. Mais le problème n'est pas que vous ne le disiez pas. Le problème, c'est que vous ne le pensiez pas. Eh oui, parce qu'après, vous êtes responsable. Vous êtes des gens qui savent ce qu'ils font. Donc, la raison va faire que Rangoul, je vais dire que oui, dit que ça. Mais il faut savoir. Oui, c'est là. Après, la raison prime. Et donc, je suis le pharmacien responsable, je sais ce que je fais, et je me reprends. Quand il fallait net, je freine, et j'agis en conséquence, effectivement, et je fais ce qu'il faut. Mais il faut savoir que la tendance, elle est celle-là, et c'est normal. Mais il faut que je mette des freins. Et vous le faites brillamment, je peux vous le dire, je vous le confirme. C'est une autre histoire, Lédic. On va y venir. Alors, bon, voilà, donc des petites choses sur lesquelles je voulais faire un petit peu le point par rapport à la dépression. Donc, vous avez vu ce que je voulais vous dire. Alors, l'anxiété, c'est quoi l'anxiété? L'anxiété, c'est un état de mal-être dans lequel on se retrouve et qui génère de la peur, qui peut générer ce sentiment de mort imminente qu'est la panique. C'est quelque chose qui est physiologique, qui est normal, mais qui, quand il prend des proportions importantes, devient un véritable handicap. Et quand il se focalise sur des situations données, ça donne des phobies ou ça donne des troubles obsessionnels compulsifs. Voilà ce que c'est. Souvent, on me demande qu'est-ce qu'il y a derrière. Oh, évidemment, il y a plein de choses qui se passent au niveau du cerveau. Évidemment, il y a plein de choses qui se passent au niveau du cerveau parce que ça ne peut pas ne pas se passer comme ça. Parce que c'est le cerveau qui gère tout. Vous savez, le cerveau, c'est un petit peu le hardware. C'est un petit peu l'élément à travers lequel tous les logiciels, tous les softwares, toute l'infinité de softwares qu'il y a à l'intérieur de ce cerveau fonctionnent. Vous savez, quand vous avez Windows, vous avez les autres systèmes d'exploitation, on ne les voit pas, on voit ce qu'ils font, ces systèmes d'exploitation. Donc c'est un petit peu ça. Alors, et par rapport à l'anxiété,
En fait, c'est quoi? L'anxiété, ce que je donne comme exemple aux patients, c'est que notre logiciel qui gère les émotions dysfonctionne. C'est-à-dire, au lieu qu'on ait une peur liée à une situation donnée, si on a un tremblement de terre, on va tous courir dehors, on va se diriger vers la porte et essayer à qui va passer le premier, quelles qu'en soient les conséquences. Aussi pour dire que la peur est un élément normal. Quand elle est lié à une situation qui génère de la peur. Mais le problème, c'est quand ce logiciel dysfonctionne, il commence à faire comme des systèmes d'alarme qui s'enclenchent. La peur, heureusement qu'elle existe, la peur. Si elle n'existait pas, on ne travaillerait pas comme on a besoin de travailler, on ne mobiliserait pas des forces, des énergies en nous qui peuvent nous permettre d'être extrêmement opérants. On ne serait pas protégé contre des risques réels. C'est tout ça, la peur. Donc la peur est importante, sauf que quand ça dysfonctionne, elle commence à arriver comme ça. C'est important de l'expliquer aux patients pour donner du sens, parce que le patient, le pauvre, il est perdu, il ne sait pas ce qui se passe. Et quand il a du sens à ce qui se passe en lui, ça le rassure. Il dit, ouais, donc c'est pas si fou que ça, ce que j'ai, c'est quelque chose qui existe. Et avec des répercussions sur le physique. Hein. La peur, c'est le cœur qui bat, c'est la sueur, c'est... Pardon? L'adrénaline l'adrénaline augmente parce que au niveau psychologique, quand le mécanique s'emballe, il y a tous les systèmes qui fonctionnent dans le cerveau, il faut bien qu'ils répondent à ce qui se passe. Et bon, qu'est-ce qu'on fait? On délivre des benzos, on délivre des antipsychotiques. Oui, le problème, on va en parler. On va en parler. J'ai des idées bien arrêtées sur la question. On donne de plus en plus d'antipsychotiques, on donne les bêta-bloqueurs. Ça, vous le savez mieux que moi. Le problème des benzos, c'est la dépendance, c'est ces histoires de renouvellement prématuré, n'est-ce pas? Docteur Mabkash Andy doigt. Enfin, monsieur Mabkash Andy doigt. Mais moi, je ne suis pas médecin. Si, vous êtes docteur en pharmacie, donc vous êtes censé me donner ça. Hein. Donc c'est ce que disent les patients. Hein, c'est ce que disent les patients. L'interaction majeure, c'est alcool plus benzo qui entraîne des dépressions respiratoires. Donc voilà, anxiété, voilà ce que c'est. Avec ou sans objet, ces fameux tags, troubles, anxieux, généralisés, c'est quand il n'y a pas quand elle n'est pas fixée sur quelque chose, quand il n'y a pas de phobie, donc par rapport à des situations ou de troubles obsessionnels compulsifs. Vous savez que l'obsessionnel, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que son obsession? C'est pour calmer son angoisse. Parce que tant qu'il n'a pas répété ce qu'il doit répéter, son angoisse reste persistante. Et moi, j'ai vu des gens qui sont restés, qui restent 10, 12 heures à se laver. Je vous assure, hein, sans exagération aucune. Donc, et jusqu'à ce que son angoisse se calme, parce que l'angoisse est insupportable. Insupportable. D'où la nécessité de donner des antipsychotiques, tout. Enfin, tout, parce que chacun réagit selon ce qu'il est. Alors là aussi, c'est quelque chose qui est important. On ne réagit pas du tout, tous de la même manière au traitement. Chacun, on ne sait pas pourquoi, hein, que ce soit clair, mais chacun a une sensibilité. D'ailleurs, c'est assez drôle. On peut donner 2 génériques qui n'agissent pas de la même manière chez la même personne. C'est assez surprenant. Qui dit qu'avec du Tunellus, je suis bien, avec le Fluoxète, je ne suis pas bien. Allège. Donc, toujours est-il que, bon, il y a certainement du psychologique derrière. Alors, voilà, donc une petite vignette. Donc, quelqu'un qui vient, qui demande une boîte de plus, parce qu'il a perdu l'ordonnance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand quelqu'un vient vous demander une boîte de plus? Il faut jamais délivrer, évidemment. C'est la seule situation dans laquelle il faut pas délivrer, mais il ne faut pas laisser non plus le patient partir comme ça, parce que l'arrêt brutal est dangereux. Donc il faut insister, là aussi, il faut user de persuasion pour qu'il aille voir son médecin en urgence. Qui là, il ne va pas me donner de rendez-vous. C'est là, tu te pointes chez lui, il faut que mes chefs couedent. D'accord, c'est ce que et ça marche, hein, et ça marche. Sinon, il faut qu'il voie. Nam. Pas chez tout le monde. Au pire des cas, là, il faut qu'il prenne sa responsabilité. Sinon, il va aux urgences. Hein. C'est ce qu'ils font. Hein. Il y a des patients qui vont aux urgences, qui viennent à ma clinique aux urgences à 11 h du soir pour simplement consulter, pour avoir une ordonnance en attendant qu'il voit son médecin. Ce sont des automatismes qui doivent se mettre en place parce qu'on n'a pas le choix. Oui.
Oui. Alors, pour moi, c'est une règle qui a été posée comme ça, parce qu'il y a un risque de dépendance. Mais je vais vous dire, c'est pas parce que la dépendance, les histoires de 3 mois, c'est comme la dépression sur le DSM, on vous dit il faut 15 jours. Est-ce que 15 jours moins 1, on est déprimé? Est-ce que 15 jours plus 15, est-ce qu'on va dire qu'on est forcément déprimé? Non, ce sont des trucs qui ont été posés par les Américains. Voilà. Moi, je reste fidèle à la vraie psychiatrie. Hein. C'est celle qui replace l'humain au centre et on gère en fonction de ce qu'est le patient. Pour moi, quelqu'un qui prend un demi-comprimé de lorazépam le soir pendant 20 ans et qu'il a un confort de vie extraordinaire, ça ne m'embête pas du tout, hein, que ce soit clair. Pardon? En tout état de cause, ce qui est important, c'est que je sois bien avec et que je ne prenne pas de risques. Non, ils ne sont pas dépendants au sens dépendant. C'est-à-dire que ce sont des gens, quand vous leur enlevez le médicament, ils ne font pas un syndrome de sevrage. Ils ne sont pas bien parce qu'ils sont bien, parce que leur problème ne se règle pas. C'est-à-dire que leur problème d'anxiété, absolument, leur problème d'anxiété, il est là. Quand vous enlevez le médicament, il revient. C'est tout. Hein, et d'ailleurs, les patients vous l'expliquent comme ça. Je retrouve mes symptômes. Donc, il faut c'est important de mettre une règle, il ne faut pas que ça dépasse. Mais ce qui est important aussi, c'est de ne pas, s'il y a une règle, il y a des exceptions. Il peut y en avoir beaucoup d'exceptions, parce que c'est le confort du patient qui prime. Il est évident que si je vois quelqu'un avec 6 comprimés de lorazépam, non, il y a un problème. Si je vois quelqu'un avec un petit demi-comprimé de lorazépam, et qu'il le prend depuis 20 ans, vous savez, moi, ma mère, elle prend de la fluoxétine depuis 25 ans. Et elle me dit, elle a perdu la pauvre la tête, mais elle me disait quand elle l'avait encore, parce que depuis que je commençais à le prendre, pourquoi je vais le changer? L'essentiel, c'est que bien. C'est aussi bête que ça et basique que ça. C'est vraiment de ça dont il s'agit. C'est important que vous le disiez, jeune homme, parce que encore une fois, il faut remettre le patient au centre. La personne au centre, non pas sa maladie. Si la personne sent qu'elle est bien avec un petit produit, voilà, c'est important, parce que la règle, c'est une règle qui a été posée comme ça. C'est tout. Donc si j'ai quelqu'un, là où il y a problème, c'est quand il y a l'accoutumance. Si j'ai besoin d'en prendre de plus en plus, oui, il y a problème. Ce que je fais, moi, dans mon expérience, vous savez, j'ai jamais, en 35 ans d'exercice, je n'ai jamais eu un problème de sevrage au benzo. C'est quand même fort. Pas un seul. J'ai vu des milliers de gens. Pas des dizaines ou des centaines, des milliers. D'accord ? Donc, je n'ai jamais eu un problème de sevrage, parce que, simplement, ce que je fais, c'est que, au bout de 6 mois, je change de benzo. Je change l'intérêt de la molécule. Et je reviens ensuite à la première molécule. Je vous dis, c'est une manière de faire ou un homme s'ilketni. D'accord. Alors, l'histoire de 2 benzo, je fais la guerre aux 2 benzo. Ouais, je fais la guerre aux 2 benzo. On n'a pas le droit, je le dis solennellement, de donner 2 benzo. Parce que j'avais mon patron, Édouard Zarifian, il me disait, écoutez-moi bien, il me disait, jeune psychiatre, n'oubliez jamais qu'à partir de 3 produits en psychiatrie, on ne sait plus ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus la vraie maîtrise de la situation. Alors, si on met 2 benzos, c'est un problème. Autant avec les autres psychotropes, c'est possible, autant avec les benzos, parce qu'ils font la même chose. Pardon ? C'est pas la même chose. C'est pas du tout un problème, Alix. Pas du tout de problème. Pas du tout de problème. Voilà, absolument. Absolument. En tout cas, dans la pratique, ce qui est important, c'est au niveau pratique, ça ne pose pas du tout de difficulté. Ce à quoi il faut faire attention, c'est, encore une fois, à l'accoutumance. J'ai besoin d'en prendre de plus en plus. Mais si quelqu'un est bien avec son petit demi-comprimé,
On peut avoir l'image, les techniciens. Allah yajzik. C'est chez moi ou c'est chez eux? Alors, avec les antidépresseurs, on est en train de poser la question, est-ce que le traitement peut être pris? Oui, peut être pendant très longtemps. Je vous dis, ma mère, elle l'a depuis 25 ans, ça plus de fluoxétil le matin, elle est très bien avec, ça ne pose pas du tout de problème. Ce qu'il faut, encore une fois, il faut faire attention d'abord au fait que le produit doit rester actif. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on se retrouve avec des personnes qui prennent un traitement pendant des années, mais qui ne voient pas le médecin. Ils s'arrangent pour avoir leur médicament. Ils sont bien avec et ils s'arrangent pour avoir leur traitement. Heureusement, on le voit ça de moins en moins, hein, vraiment, hein, je vous le dis sincèrement. Et le problème, c'est que mais c'est parce qu'il ne voit pas le médecin. C'est pas parce que le produit, s'il avait continué à voir son médecin régulièrement, le produit aurait continué à être efficace. Hein, il faut l'entendre. Alors, non, mais vous pouvez poser des questions. Je pense que on est là, c'est un atelier, c'est pas. Le traitement psychologique, je vais vous dire, je suis psychanalyste et je suis psychothérapeute cognitivo-comportementaliste. J'ai jonglé avec ça, j'ai fait aussi de l'hypnothérapie, j'ai fait de l'hypnoanalyse. Évidemment, d'abord, il faut s'entendre sur ce qu'est le traitement psychologique. Hein. Il y a des fois où on n'a pas besoin de grand-chose, on a besoin d'un accompagnement. Encore une fois, ce qui est le plus important, c'est écouter le patient. C'est de lui donner, c'est de rencontrer le patient. J'adore ce mot. C'est de rencontrer le patient et non pas sa maladie. Quand vous rencontrez, là déjà, vous avez fait énormément. Vous avez fait énormément. Quand vous prenez l'ordonnance accessible les doigts, vous êtes passé à côté de l'essentiel. C'est essentiel ce que je vous dis. C'est vraiment élémentaire, c'est fondamental. Donc, alors, on va dire des petits mots sur la schizophrénie, sur les psychoses en général. Alors, les psychoses, la schizophrénie, je ne sais pas si vous avez écouté, si vous ne l'avez pas fait, je crois que ça va repasser à 14h samedi, l'émission sur Lux Radio qui est passée mercredi, dans laquelle on a dit des choses très intéressantes sur justement les psychoses en régional. La psychose, c'est une rupture. C'est une rupture dans la vie de quelqu'un qui, jusque-là, était dans le réel, comme tout le monde. Ça veut dire qu'on vivait une réalité partagée. On voit les mêmes choses, on entend les mêmes choses. Et chez certaines personnes, pourquoi on n'en sait rien? Mystère et boule de gomme. Il se retrouve, il y a des éléments déclencheurs. Ça peut être le shit, ça peut être quelque chose qui s'est passé de grave dans la vie de quelqu'un. Ça peut être le plus souvent rien. Et cette personne qui avait tendance à voir les choses comme tout le monde, elle commence à voir les choses différemment, commence à percevoir les choses différemment. Le terme percevoir est important parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. Parce que la manière avec laquelle nous percevons les choses, elle est générée, elle se situe au niveau de notre cerveau, de ces zones qui perçoivent. Hein, quand on entend, c'est parce que... Si je vous demandais avec quoi on entend, avec quoi vous entendez? Non, on n'entend pas avec les oreilles. Comment l'entendre? Les oreilles ne font que percevoir le signal et au niveau qui devient de l'électricité qui est transformée au niveau de notre oreille moyenne pour aller dans le cerveau où elle est analysée, et elle est analysée à travers le prisme de notre histoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est fabuleux, c'est incroyable. Ce qu'on entend, ce qu'on voit, tout ce que l'on perçoit, et ce sont des éléments électriques qui sont véhiculés jusqu'au cerveau, où elle est analysée dans des zones particulières, et ces zones vont interagir avec toutes les autres zones, et qui sont en fait le référence, le prisme de notre histoire personnelle, pour nous amener à voir, à entendre, à sentir. Tout, c'est quand même incroyable. Et ces zones-là, des fois, elles sont défaillantes. Et elles commencent... Vous savez, si je mets de l'électricité au niveau d'une zone du cerveau particulière, je vais commencer à entendre la musique. Hein, une belle chanson, une musique andalouse. Je sais pas, quelqu'un qui écrit... parce qu'on a envoyé des charges électriques.
Et c'est intéressant de le savoir, parce que je le dis à mes patients, hein, je le dis à mes patients pour que, là aussi, la maladie ait du sens. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils comprennent qu'ils ne soient pas dans quelque chose qui les dépasse, qu'ils ne comprennent pas du tout. Il faut que le malade arrive à percevoir ce qu'il y a derrière, ce qui se passe en lui. Et donc ce système de perception, bah, des fois, il va s'enclencher. Pas l'épilepsie. L'épilepsie, j'ai une décharge électrique qui est motrice et qui, boum, va faire la crise. Alors là, en l'occurrence, c'est un petit peu la même chose, parce qu'il y a des zones du cerveau qui vont s'enclencher comme ça, et on va commencer à entendre, on va commencer à voir, on va commencer à percevoir une attitude, un regard de quelqu'un comme menaçant. On dit, voilà ce qui se passe. Hein, donc, et c'est pareil, on va commencer à halluciner, à percevoir des choses qui n'existent pas, on va commencer à entendre des voix, on va commencer à voir, et on commence à discuter, l'automatisme mental, on va commencer à discuter avec quelqu'un, ou à marmonner, et on le voit, qui commence à rire, donc parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ça veut dire qu'il a développé un monde qui lui appartient et qui vous est inaccessible. D'où la bizarrerie dans laquelle ils sont, parce que bizarre, ça veut dire qu'il ne correspond pas à nos référentiels à nous. Et donc c'est son monde à lui, qui est surprenant, qui est, encore une fois, bizarre et inaccessible. Donc voilà un petit peu ce qu'est cette maladie mentale. Je ne sais pas ce qui se passe. Oui. Donc voilà, c'est uniquement ça. Oui, chère madame. Pardon? L'hérédité. Oui, alors les histoires, ça c'est. Il faut écouter mon émission. Il faut écouter l'émission. Parce que c'est la fameuse hérédité, la génétique et épigénétique. Ça, c'est une notion importante, l'épigénétique. Parce que ce que je dis souvent, je le dis toujours, c'est que il y a de la génétique. Mais ce qui est génétique, c'est la vulnérabilité. Vous savez, Freud disait que quand on est enfant, on développe des fragilités à l'image d'un verre qui tombe sans se casser, qui ébranle des fragilités, et qui ébranle des fissures comme ça, des zones de fragilité, et il y en a beaucoup en nous, en tout le monde, sans exception aucune. Ce qui est spécifique, ce qui est particulier à une personne, c'est que si elle retombe, elle va tomber selon la zone de fragilité. Donc, ce qui est génétiquement transmissible pour moi, c'est la vulnérabilité, c'est la possibilité dans une famille, et c'est pour ça qu'on le voit dans des familles, il y a plus de schizophrènes que dans d'autres. D'ailleurs, même avec les maladies organiques. Moi, je connais une famille dans laquelle tous les frères sont décédés de cancer de la prostate. Tous, sans exception aucune. Est-ce que, à ce point, le cancer de la prostate est génétiquement transmissible? Non, je crois que ce qui est transmissible, c'est véritablement la vulnérabilité. C'est là où l'épigénétique est importante. L'épigénétique, c'est quand les gènes ne sont pas modifiés, mais c'est l'expression du gène qui est différente. C'est comme s'il y a des on-off, des interrupteurs, qui peuvent s'autoriser à allumer ou à éteindre. Et c'est ce qui explique le fait qu'en transgénérationnel, beaucoup de choses se transmettent sans qu'elles soient dites. Les fameux secrets de famille. Tout, évidemment. Et c'est important, cette histoire d'épigénétique. C'est extrêmement important parce qu'elle détermine la notion de... Je me suis oublié. Je vais aller vite. Donc l'épigénétique est importante parce qu'elle permet de tout ce qui est... Elle permet de la prévention. La prévention, c'est pour qu'à l'école, je milite pour qu'il y ait, dans chaque école, il y ait un responsable santé mentale à l'école. Moi, je l'avais fait il y a 20 ans, j'avais créé les premières écoutes des élèves dans l'école. J'avais simplement pris 2 personnes, 2 instituts, de professeurs au collège, et ils venaient me voir tous les samedis matins, et ils me disaient ce qui se passait dans leurs échanges avec les patients, et avec les jeunes, et ça avait fait sensation. Tout le monde venait les voir pour simplement se déverser sur eux, et quand ils sont écoutés, beaucoup de choses peuvent changer. Et quand il y a véritablement une pathologie, on était dans la prévention. Et c'est essentiel. Voilà, donc l'épigénétique, c'est ça. Alors, ce qui est...
on va essayer d'aller un petit peu, je vais terminer bientôt. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est que ce qui est essentiel, c'est que le patient, s'il est bien, c'est parce qu'il prend son traitement. Ça, il faut l'avoir en tête. S'il est bien, s'il est stable, c'est parce qu'il prend son traitement. Et je vous le dis parce que la tendance normale, c'est quand on voit quelqu'un qui est soigné depuis 5 ans, depuis 6 ans, depuis 10 ans, et qui est bien avec un antipsychotique, on a envie que de lui dire, écoute, pourquoi tu le prends? C'est la tendance normale. C'est la tendance normale vers laquelle on va. Donc là aussi, si on n'a pas suffisamment conscience de ça, il peut y avoir des glissements. Il peut y avoir des glissements non pas dans ce qu'on dit, mais dans ce qu'on laisse dire sans le dire. Eh oui, le regard, l'attitude, c'est essentiel ça. Ah, je suis désolé, mais je me suis vraiment oublié. Bon, on va passer. Le trouble bipolaire, vous le connaissez. Le trouble bipolaire, c'est la personne qui est des fois excitée, des fois déprimée. Mais c'est très compliqué cette histoire. Il ne faut pas croire que c'est aussi caricatural que ça. On voit de plus en plus d'états bâtards, on ne sait pas trop ce que c'est. On voit de plus en plus de maniaques agressifs. De maniaques agressifs chez lesquels n'existe que l'agression, pratiquement, des excitations. Donc ceci pour dire que ce n'est pas aussi simple, et ce n'est pas parce qu'on voit quelqu'un qui est bien, parce qu'il est exalté, parce qu'il a un trouble de l'humeur dans lequel il est bien, il est intelligent, il fait des choses fantastiques. Là aussi, on a envie que de lui dire, écoute, tu es si bien, pourquoi tu vas enlever le bien-être dans lequel tu es? Voilà, les patients extraordinairement bien qui veulent arrêter le traitement et on a envie que de lui dire oui, vas-y, non, il ne faut pas le faire, il faut surtout aller voir ton psychiatre et t'amuse pas à ce jeu-là. Bon, là aussi, si elle est bien, si elle veut arrêter le lithium, elle vous demande juste une boîte, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner la boîte. Eh oui, c'est qu'avec les benzos qu'il ne faut pas le faire. Parce que sinon, il est fichu, le bonhomme. On va déstabiliser une machine qui a mis des mois, des fois des années à s'arranger. S'il vous plaît. Pardon? C'est autre chose, ça. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais tu as raison. Tu as raison. Bien sûr que tu as raison. Souvent, je reçois tous les jours, je vous assure, au moins 5-6 appels de pharmaciens. Et ils sont prioritaires. Même quand je suis en séance, je les prends. Et ça doit être une règle chez tous les psychiatres. Tous les psychiatres. C'est-à-dire? Oui, si vous avez des questions à poser, vous les posez. Hein. Les addictions, oui, bien sûr, je suis là pour ça. Les addictions, c'est pareil. Ce qui est important ici, c'est de savoir que l'addiction, c'est une rencontre entre un sujet dans une situation donnée qui va avec une fragilité qui est chez la personne, qui va amener une réponse qui fait du bien. Donc, ce qui fait du bien, ça veut dire que c'est une solution pour les gens. Vous savez, c'est une solution par rapport à des choses qu'ils n'ont pas nommées, qu'ils ne savent pas. Mais ça leur a fait du bien et ça leur a permis mais c'est devenu un drame dans leur vie parce que ça ne leur donne aucune possibilité de se construire. Voilà, tout simplement. Et c'est vraiment le drame par excellence. Vous savez, la maladie mentale, l'addiction, ce sont un drame. L'addiction, quand elle rentre dans une maison, c'est foutu pour tout le monde. Les rechutes, il faut savoir que les rechutes sont normales. Hein, donc la rechute fait partie du processus de guérison. Hein, c'est essentiel. Alors, ça, c'est encore 3 parties. Je ne sais pas comment on va faire. Bon, ça, je vais essayer d'aller vite. Alors, j'ai déjà parlé de ces choses. La stigmatisation, c'est que le pharmacien, c'est quelque chose que j'entends. Les malades, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils vous disent, par exemple, je préfère aller dans une pharmacie où on ne me connaît pas. Voilà, c'est parce que on le voit, hein, c'est quelque chose, c'est l'expérience. C'est la personne qui vous dit, je sens qu'il me regarde autrement depuis que je prends ces médicaments. C'est des choses que l'on vit. Hein, la pharmacienne qui va regarder l'ordonnance, Michefta. Alors c'est important de le savoir parce que qu'est-ce qu'on renvoie aux malades? Qu'est-ce qu'on renvoie aux malades? Alors ces phrases ne sont pas un reproche, c'est simplement une invitation à la réflexion parce qu'il faut le savoir, il faut le savoir. Il faut rendre conscience qu'il ne l'est pas. C'est essentiel, c'est mon boulot. Donc le chemin du soin passe par la qualité de l'accueil, par notre attitude vis-à-vis du patient quand il est là. Et ce moment-là compte énormément.
Pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, hein, la maladie mentale génère en nous beaucoup de choses parce que c'est quelque chose qui s'est installé, c'est le fou, c'est tout ça qui fait peur. Voilà. Alors que dans la réalité, le patient, il est pas, les patients malades mentaux, ils sont moins dangereux que les patients normaux, hein, que les patients qui ne sont pas malades. Ça, c'est documenté, hein, c'est documenté, il faut le savoir. La violence, elle est plus importante chez les autres. Hein, chez les gens qui n'ont pas de maladie mentale. Quand elle est là, elle est souvent liée à une addiction ou là un arrêt de traitement, souvent les deux. Hein, quand elle arrive, souvent avec ce fameux Rivotril qui est une horreur. Voilà. Alors, le stigma, quand il est là, bon, c'est lui, il a origine de 7 à 10 ans de retard au traitement et de non-observance. Et également, le troisième élément dont à l'origine le stigma, c'est l'isolement. Donc c'est important de lutter, c'est la lutte contre la stigmatisation de la maladie mentale. Et si on est là aujourd'hui, c'est aussi pour ça. Alors les mots qui sont entendus, mais quand ça va être doigt, donc quand on commence, on renvoie à l'autre quelque chose. Et quand vous entendez les malades, vous le dites, c'est quand même terrible ce qu'on leur renvoie. Ça veut dire, ah ouais, les mots qui soignent, par contre, les mots qui soignent, ce traitement prend quelques semaines. C'est normal qu'il n'y ait pas de réponse. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je suis là pour vous aider, pour vous soutenir. Ça va bien, une petite vignette donc pour dire que une personne appelle la collègue quand elle voit la sous-sertraline, elle pose la boîte sans regarder et elle dit un comprimé le matin, elle passe directement au suivant. Haïfa, on a peur. Donc le malade et elle explique 3 semaines, 4 semaines, etc. Donc vous voyez très bien quelle est l'attitude la plus adaptée. Les outils pratiques, l'ordonnance périmée, c'est une grande discussion là. Hein. Absolument. Alors que oui, ça c'est des discussions avec lesquelles il faut avancer. Enfin, je vous donne des petites réflexions hein, que j'ai apportées. Il faut appeler le psychiatre, bien évidemment. S'il y a urgence, il faut délivrer, pour moi, il faut délivrer 3 à 7 jours de traitement quand l'ordonnance est périmée. Mais si on est sûr, si on est certain, mais il y a un risque, effectivement, c'est problématique. Si on le fait, il me dit que si on le fait une fois, il va se présenter. Il y a des aménagements à trouver. Il y a des aménagements à trouver. Alors, il faut se mettre aussi de le côté du patient. Et 2 jours, 3 jours de traitement. Il faut lui apporter une réponse. C'est ce que. Pour les 4 jours, oui, madame. En attendant qu'il me renouvelle. Tout à fait. C'est ce qui se fait le plus souvent. Par la loi, parce qu'on est obligé de respecter la loi. C'est ce que j'ai mis ici. C'est ce que j'ai mis ici. Absolument. Tout à fait. Donc s'il y a un doute, le réflexe appeler le médecin doit devenir une règle. Alors, on avance. Le mésusage, là aussi, il faut faire attention. C'est un gros problème. Ça ne marche plus. Oui, qu'alliez-vous dire, Damien ? La rupture des médicaments, ne jamais laisser partir. C'est pareil, c'est remettre l'humain au centre. C'est faire en sorte à ce que le patient il se sente épaulé et aidé. On essaye de trouver des solutions. On peut les trouver ou ne pas les trouver. Voilà, pour cela je vais conclure bien très, très vite. Pour dire que le patient il y a une triangulation, n'est-ce pas ? Il y a une relation triangulaire qui est là, qui met avec le patient, le pharmacien et le psychiatre. Vous savez que vous voyez les malades, vous les voyez plus que nous. Et donc, vous êtes un élément... Oui, vous êtes un élément central du soin. C'est un élément central du soin. C'est que comme ça qu'on renvoie une cohérence. C'est quand on fait attention à cette triangulation qu'on est dans la cohérence. Vous êtes les premiers à percevoir les premiers symptômes, des fois d'une rechute ou des choses comme ça. Vous êtes ceux qui...
Absolument. Et quand on respecte cette relation triangulaire, le patient se sent entouré plutôt qu'abandonné. Le pharmacien fait partie du soin. Il n'est pas à la périphérie du soin. Le pharmacien est au cœur du soin. Je vous le dis sincèrement, je le pense très fort. En conclusion, un patient stabilisé, il va bien parce qu'il prend son traitement. Ne jamais suggérer l'arrêt. En cas de doute, toujours appeler le psychiatre. La stabilité est le traitement. Deuxième conclusion, vous n'êtes pas seul, on est là avec vous. On est votre recours et ceux du patient. Oui, madame. Et 2 minutes d'humanité dans notre relation, d'aller à la rencontre du patient, ça peut tout changer. Et dites-lui, il faut se mettre à sa disposition. Donc, pour vraiment conclure pour de vrai, je dirais que derrière chaque ordonnance, quelle qu'elle soit, il y a une personne à part entière. Il y a quelqu'un qui a une vie intérieure propre, une vie qui ne peut pas être réductible à sa maladie, à son ordonnance, à son diagnostic. Il y a quelqu'un dont l'existence ne se résume pas à ce qu'on voit de lui, et cette personne-là, elle mérite d'être vue. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous aimez ce que vous faites, que vous aimez votre rôle auprès des patients, que vous êtes aussi nombreux, que vous avez un grand sens de la responsabilité. Ma conviction à moi est que ce que vous ferez demain, à partir d'aujourd'hui, sera désormais différent. C'est pour ça que ce workshop existe. Merci aux organisateurs d'y avoir pensé. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, s'il y a des questions, posez-les. Mais moi, je voudrais juste poser une question pour dire qu'on accompagne le patient aussi pour diminuer tout ce qui est stress par justement des compléments alimentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, le magnésium, et surtout le magnésium organique. Et on leur donne également quelques vitamines, surtout les vitamines type B, B1, B6, B12. Je fais pareil que vous. Okay. Il faut savoir, quand je peux ne pas donner de médicaments chimiques, je le fais. Hein, j'utilise beaucoup la phytothérapie. J'ai étudié la phytothérapie, mais même le reste. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on prescrit dans la parole. 70% de l'effet du produit peut être lié à ça. Si vous donnez le médicament, vous êtes sûr que ça ne va pas marcher. Si vous le voyez, vous discutez avec lui. Beaucoup de personnes, vous mettez au moins 60% d'efficacité dans le produit. Complètement. Moi, je suis tout à fait d'accord. Donc, merci pour votre présentation. Ma question, elle est par rapport... vous avez parlé du fait de l'importance de rencontrer le patient. Mais qu'en est-il par rapport au fait de rencontrer l'entourage du patient? Est-ce que c'est aussi important? Est-ce que ça doit être systématique dans certaines pathologies psychiatriques lourdes ou non? J'ai été dans certaines consultations où on ne donne pas d'importance aux proches du patient et parfois les proches ils sont perdus, ils ne savent pas quoi faire. Ma deuxième question par rapport aux patients qui sont dans le déni, ils ne reconnaissent pas leur pathologie psychiatrique, même s'ils consultent chez un psychiatre, il lui prescrit l'ordonnance, il ne la prend pas, et parfois le patient il est agressif. Quel est le facteur déclencheur pour dire on arrête, il faut forcer l'hospitalisation psychiatrique? Oui, le problème, c'est le problème de la maladie mentale numéro 1. Hein, c'est le déni, encore une fois. On a des problèmes, mais on ne veut rien en savoir. Elle est jolie, l'expression. On ne veut rien en savoir. Et c'est problématique. Alors, notre rôle, nous tous, hein, c'est d'amener le patient à se rendre compte de la nécessité à ce qu'il le prenne. Vous voyez, il y a des fois où les gens ne se rendent pas compte. Mais ici, il faut mettre pression, il faut mettre la pression. Hein, on n'a pas le choix. Alors, par contre, l'histoire des familles, vous me touchez dans quelque chose à quoi je suis très sensible. Hein. Je suis père d'une fille handicapée qui a 39 ans, Sophia. Qui est trisomique. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'elle existe. Hein. Donc, si j'ai fait ce cheminement dans ma vie professionnelle, c'est parce qu'elle existe. Je lui dois tout. Il faut le savoir. Aïcha, moi j'ai une question. Je vais continuer quand même. Je suis président de la Fédération de la santé mentale, qui est l'association des parents et des usagers de la psychiatrie. Les familles, donc c'est pas les familles, ce sont elles
qui sont au chevet du patient. Tous les jours, les mamans, elle est avec son schizophrène tous les jours, avec son addict tous les jours. Quand vous voyez un colosse, fait jmitlo, je me dis, je vous assure, c'est incroyable ce qu'elle fait. Donc les familles, oui, elles doivent être entendues, elles doivent être accompagnées en premier. La maman, quand elle vient avec son fils schizophrène, elle dit chez les fans c'est essentiel. C'est essentiel. Moi, j'ai une question pour toi, Aïcha. Il faut les jeunes, je vous le dis, il faut bouger par rapport à ça. Il faut aider les familles parce que ce sont elles qui sont l'essentiel dans l'aide qui est apportée. C'est personne d'autre. Tu as dit que vous donnez 3 comprimés en 3 jours, un traitement de 3 à 7 jours. Donc ça veut dire que tu déconditionnes le produit. C'est-à-dire un patient qui vient chez toi le vendredi, par exemple, il te dit j'ai le rendez-vous le lundi ou le mardi, je lui donne il me paye les 2 boîtes, par exemple. Même, Tu parles des antidépresseurs ou des Mais, benzodiazépines? oui, les deux, c'est-à-dire son ordonnance, je lui donne, par exemple, je fais le calcul, tu as tant de comprimés, oui, par exemple, je lui donne 2 ou 3 comprimés, juste pour l'usage des 2 jours ou des 3 jours en attendant qu'il aille voir le médecin. Mais, garde le nom, tu lui demandes la carte nationale, tu prends une copie et tu la mets de côté. Et une fois qu'il revient avec l'ordonnance, tu l'inscris dans l'ordonnancier. Même pour les benzodiazépines? Oui, tu peux le faire. Dernière question, s'il vous plaît. Moi, je voudrais vous poser, docteur King, la question concernant les ordonnances des médecins Non, les ordonnances des hôpitaux de l'État. On reçoit souvent des ordonnances des psychiatres qui travaillent avec 6 mois, 8 mois, 9 mois allongés. Et vraiment, comment on va les contacter, ces gens-là, lorsque l'ordonnance n'est pas logique ou alors elle n'est pas périmée On a beaucoup de problèmes avec ce genre de... Moi, j'ai été confrontée dernièrement à une maman, justement, parce qu'on parlait de la famille, son fils l'a frappé le soir parce qu'il n'avait pas le traitement. Elle est venue en pleurs, complètement en sang, pour me dire « j'ai pas mon traitement, qu'est-ce que je fais ?» Et comme Aïcha, j'ai donné le médicament à la patiente, je l'ai inscrit sur l'ordonnancier en attendant qu'elle aille à l'hôpital chercher la nouvelle ordonnance. C'est-à-dire que des fois, il faut quand même prendre des risques. C'est pas toujours rose, mais on prend quand même des risques. On peut être des fois sanctionné, j'en sais rien. Mais il y a l'humain qui parle au fond de nous. On est pharmaciens. Il y a le serment de Galien, il ne faut pas l'oublier. On ne peut pas laisser les gens comme ça. Ceux qui font la vente des psychotropes, on les connaît plus ou moins, donc on ne va pas leur donner. Mais quand vous avez une maman comme ça, franchement, il faut donner les médicaments. Et d'autre part, je vous pose la question, comment on fait avec les médecins de la santé publique? Oui, vous savez, je sais pas, moi, je suis d'accord avec vous. Pour moi, le maximum qui peut être donné au niveau d'une ordonnance, c'est 6 mois. On peut donner 2 ans ou 10 ans si on veut, mais on passe à côté. Dans la loi, il n'y a rien qui arrête. Sauf c'est bien ce que je vous dis. Pour le tableau B. Ce qui est important, c'est pourquoi je dis, il faut, pour moi, c'est maximum 6 mois, pour que le patient ait l'impression qu'on est là encore avec lui, qu'il n'est pas abandonné à son triste sort. Il est sous traitement, donc il doit être sous surveillance médicale. Si c'est 6 mois, c'est déjà beaucoup, mais c'est un minimum. C'est un minimum devant la chronicité. Mais la loi, la loi nous oblige uniquement pour le tableau B, pour 28 jours. C'est tout. Mais pour les autres, tant que le médecin me donne 6 mois, ben je donne 6 mois. Mais le médecin doit être mais joignable. en vérifiant les posologies. Il faut vérifier les posologies. Et normalement, quand il faut qu'il sur le cachet il y a l'ordonnance, il faut qu'il y ait le numéro de téléphone du médecin. Ok, nous vous remercions. Pardon. Qu'est-ce que vous pensez des généralistes qui refaitent la même ordonnance aux patients, l'ordonnance d'un psychiatre, pour les 3 mois et les 6 mois de traitement, et ça c'est pendant des années? Moi, je travaille beaucoup. Alors, les médecins généralistes, pour moi, sont importants. Hein. Les médecins généralistes, pour moi, sont importants. Ils sont importants surtout quand tu travailles avec le psychiatre. Moi, j'ai beaucoup de médecins généralistes, dans d'autres villes en particulier, qui me contactent par rapport à des patients à moi,
qui ne peuvent pas venir me consulter et je les renvoie sur le médecin généraliste qui, il faut me garder l'état des lieux. Docteur Thiel, est-ce que je renouvelle l'ordonnance ou là je fais ou là je fais pas? Il faut qu'il y ait cette collaboration. Là, il m'a quitté ou nawelo. Il faut simplement, pour le confort du patient, il faut l'aider à avoir son ordonnance dans des conditions, dans les conditions nécessaires. Déjà en 2027, on aura justement des ordonnances avec le QR code, donc on sera protégé. Franchement. Bon, on vous remercie énormément. Merci beaucoup. Merci à tous.